il a été utilement rappelé ici que nous sommes dans un contexte de guerre. Ce n'est plus à démontrer. Depuis le 9 octobre 2015, nous avons connu notre première attaque. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, plus jamais, on ne s'est senti en dehors d'une guerre. Et comme vous le savez, il y a guerre, il faut donc s'organiser en urgence, puisqu'on ne s'attendait pas à ça. On a dû forcément, l'État a dû, dans l'urgence, former des Burkinabés, les équiper et les envoyer sur le front. Ça nécessite beaucoup de moyens. Et les Burkinabés ont accepté. Malgré la modestie des moyens, au début, on l'a tous vu, il y a des jeunes soldats qui n'avaient pratiquement rien, si ce n'est la calache avec quelques chargeurs, qui ont décidé d'aller affronter la mort pratiquement à poitrine nue. Ça a été fait. Ce sont des circonstances de l'infraction. L'État a donc, dans l'urgence, dû les équiper avec tous les sacrifices que cela comporte. Au-delà de l'équipement, cette situation de guerre a engendré des conséquences sociales humaines incalculables. Des Burkinabés se sont déplacés. Des paisibles citoyens, paysans qui sont dans les villages, qui n'ont jamais rien demandé à quelqu'un, qui n'ont jamais rien fait de mal à quelqu'un, se sont retrouvés un jour envahis par des tueurs, sans question. Et cela a engendré des déplacements massifs de population. Des milliers de Burkinabés, voire des millions de Burkinabés ont dû fuir leur habitat, laissant derrière eux tout. Évidemment les biens, mais souvent, très souvent aussi des vies. Et aussi leur dignité pour ceux qui ont réussi à fuir. Mais là encore, la situation de l'urgence intervient. Des gens qui ont fui dans ces conditions ont dû fuir laissant tout, les greniers remplis, qui n'avaient pas forcément besoin de demander à manger. À ces personnes, il faut leur donner à boire et à manger. Il faut les accueillir, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les habiller. Où est-ce qu'on va avoir cet argent? Les Burkinabés ont compris que c'est leur guerre. Il faut qu'ils la fassent. Il faut qu'ils trouvent les moyens pour équiper ceux qui vont au front, de telle sorte que le soldat qui va au front, laissant son épouse et ses enfants derrière, sache que derrière lui, il y a des gens qui sont en ville ou ailleurs, qui sont en train de s'activer pour apporter le secours et la solidarité à ces personnes. Ça donne le moral. Ces personnes qui ont fui, n'ayant plus rien, il est important que nous autres Burkinabés qui avons la chance encore d'avoir à manger, de partager ce que nous avons avec eux. Il est important pour l'État de prendre en charge ces personnes. Et les Burkinabés ont compris. Lorsque l'appel a été fait, tout le monde a contribué. De nos grands commerçants aux commerçants les moins grands. De nos opérateurs économiques, des fonctionnaires, des travailleurs du privé, de nos mamans vendeuses d'oranges, dont souvent le chiffre d'affaires par jour ne dépasse pas 1000 francs. Chacun a enlevé quelque chose de lui. Chacun a consenti un sacrifice pour qu'ensemble on puisse porter cette nation en vie. Voilà les circonstances dans lesquelles il a été mis en place un ministère, le ministère de l'action humanitaire. Je pense, je peux me tromper, que le mot humanitaire n'existait pas avant. C'est plus tard qu'on a introduit ça. C'est un mot, c'est un lexique de guerre. On est en guerre. Et on a pu avoir le peu qu'on pouvait avoir. Et on a confié ça à des agents, notamment au chef Ténian et aux 3 autres. Pour ce qui les concerne, bien entendu, de gérer et d'apporter à manger à ceux qui ont faim. Monsieur le Président, il me paraissait important de revenir sur ces éléments. Et c'est dans ces circonstances où chaque centime compte. C'est dans ces circonstances que eux, Cheikh Ténian, M. Ouedraogo Salifou, Bayoulou Philippe et Dame Tarpaga Ouedraogo Petrini n'ont pas trouvé mieux que d'arracher la nourriture à ces pauvres populations qui ne demandent qu'à manger. Et vous le savez très bien, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un père de famille aille s'aligner pour avoir à manger. Au-delà de l'aspect
physique, de la faim haute, là, c'est une question d'honneur qui est là. Mais même avec ça, on a pu leur arracher la nourriture pour aller faire des investissements, pour aller se payer des véhicules de luxe et aller envoyer des gens dans les lieux sains. Ce n'est pas admissible. Et donc c'est dans ces circonstances que les faits ont été commis. La loi parle de circonstances de l'infraction. Nous pensons que ce sont les circonstances que vous devez prendre en compte au moment de la détermination des peines. Mais ce n'est pas seulement le seul élément qu'il faut prendre en compte. Il faut aussi prendre en compte, bien sûr, j'ai dit, le fait que ce soit déjà des Burkinabés d'une certaine catégorie et qui pouvaient être à l'abri du besoin. Ils n'avaient pas à venir grouper le repas avec ceux qui sont dans le dénuement. L'autre élément, l'autre circonstance à prendre en compte, c'est le fait qu'on soit à un montant aussi élevé. Plus de 5 milliards qui a été détourné par les quatre. 5 milliards connus. Peut-être qu'il y a d'autres qu'on n'a pas pu connaître. Des mémoires d'hommes, je n'ai pas connaissance, en tout cas pour ce qui concerne le pôle, je n'ai pas connaissance que pour les faits de deniers publics, on soit à autant de milliards sortis. Donc, cette circonstance du montant est aussi une circonstance à prendre en compte dans la détermination de la peine. Autre élément de circonstance de l'infraction, c'est la période sur laquelle les faits se sont déroulés. Alors, le chef Téyan, vous l'avez entendu, dit avoir commencé à gérer le compte au cours de l'année 2018. Mais il vous a rappelé, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, que lui-même a participé à une opération de détournement de carburant de plus de 100 millions en 2017. Donc, de 2017 à la date d'aujourd'hui, ça fait environ 7 ans que cette pratique perdure. Et nous pensons que la durée sur laquelle les pratiques se sont perdurées, cette durée aussi doit être prise en compte dans la détermination de la gravité, j'allais dire de l'extrême gravité des faits. Monsieur le Président, et ça ne s'arrête pas là, sur les circonstances de l'aggravation. Nous l'avons bien tantôt dit, mais c'est surtout la destination qu'on a fait de l'argent. Comment on peut aller prendre la nourriture dans ces situations pareilles pour aller la distribuer à des animaux? Comment on peut aller prendre ce qui revient de droit au PDI, aux personnes déplacées internes, qui a fait l'objet de cotisations de tous les Burkinabés, de l'intérieur comme ceux de l'extérieur? Ça aussi, il faut le rappeler. L'argent, ça vient des Burkinabés d'ici, mais il y en a qui sont Burkinabés d'ailleurs, qui ont senti la nécessité de contribuer. De dehors, ils ont envoyé leurs contributions. Et bien entendu, des amis du Burkina. On ne peut pas admettre que des Burkinabés puissent aller prendre autant d'argent pour aller mettre dans autant de futilité. Alors, ce sont des faits extrêmement graves. Mais nous savons que lorsque les conseils des prévenus vont venir prendre la parole, leur argument, en premier lieu, c'est l'argument du pardon. Ah, Monsieur le Président, nous demandons pardon. Ça a commencé. Ils vont revenir sur ça. Mais, Monsieur le Président, permettez-moi de vous rappeler qu'en lisant l'article 216, alinéa 1er, il n'y a pas de pardon. Hein. La loi n'a pas prévu de pardon. Et même si vous voulez, lisez le code pénal, lisez le code de procédure pénale, lisez tout l'arsenal juridique pénal en droit burkinabé, le mot pardon n'apparaît nulle part. Donc, Monsieur le Président, ce ne sera pas à vous, je pense, de prendre en compte un élément qui n'est pas pris en compte par le législateur. Et sur ce point précis, à l'entame du procès, on vous a dit, Monsieur le Président, que la loi pénale est d'interprétation stricte. Nous avons vite fait en son temps de dire non, 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 c'est pas la loi. Le sacro-saint principe connu par tous, de nul homme humain, nous la poena sine lege. On le connaît. Donc il n'est pas pour nous, Monsieur le Président, question de prendre en compte un quelconque pardon qui viendra être professé devant votre bar. Parce que ce n'est pas prévu par la loi. Et même si
on estimait que la loi ne pouvant pas définir toutes les circonstances, il est quand même dit de prendre en compte les circonstances de l'infraction. Alors, est-ce que le pardon qui est professé à votre bar est une circonstance de l'infraction? Pour nous, non. La circonstance de l'infraction, c'est celle qui a existé, soit avant, soit au moment de la commission de l'infraction. Pas après, surtout pas là-bas. Donc, si pardon il y a, si circonstance il y a, le pardon, là encore, ne peut pas être pris en compte dans la détermination de la peine. Et le ministère public estime que vous n'allez pas faire droit donc, à cette demande de pardon. Monsieur le Président, sur le point du droit, comme je vous l'ai dit, le pardon ne peut pas prospérer. Mais sur d'autres points, on peut le dire, nous sommes burkinabés, nous sommes faits aussi de nos cultures et de nos traditions. Il peut vous arriver de prendre en compte ces éléments qui ne sont pas des éléments de droit. Ce que j'aurais appelé les éléments d'ordre factuel ou même d'ordre moral. Chez nous, on dit il faut toujours pardonner. Mais là encore, je vous questionne. Est-ce que le tribunal serait prêt à offrir les pardons à celui qui a décidé de prendre, comme je l'ai dit tantôt, le repas de ce petit garçon qui est en train de pleurer la nuit devant sa mère, qui n'a rien à lui donner et sachant que son enfant va dormir de faim. Et que celui qui prend la nourriture à ce petit garçon, à cette petite fille, pour aller donner à 23 canards sauvages. Est-ce que là, si pardon il y a, on doit pouvoir le prendre en compte? Le ministère public pense que non. Il n'en est de même pour celui qui prend cet argent pour aller se réaliser. Ça a été dit à la barre que j'ai pris parce que je voulais me réaliser. Ah bon? L'argent de l'État, l'argent des orphelins, des veuves, des vulnérables. Et vous prenez ça pour aller construire. Ce n'est pas admissible. Il en est de même, bien entendu, pour tous les autres. Dame Tarpaga, qui a pris l'argent de ces veuves-là, de ces orphelins, pour aller s'acheter une rutilante RAV4. Qu'elle continue de rouler jusqu'à ce que l'enquête commence. Nous pensons que c'est des faits factuels, du point de vue factuel, du point de vue moral, ne doivent pas être acceptés. Et donc, pour nous, le pardon est intervenu ultérieurement, il n'a jamais été professé. Avant, j'aurais pu comprendre qu'à un moment donné, un jour comme ça, personne ne les a interpellés. Et pris de mauvaise conscience, de bonne conscience, j'allais dire, ils ont dit, ah, ce que nous on fait là, c'est pas bon. On va aller se dénoncer et puis demander pardon. S'ils l'avaient fait de manière spontanée, à la limite, on peut le dire. Ils ne l'ont pas fait. Et ils ont fait des pieds et des mains jusqu'à ce qu'on soit là-bas. S'ils viennent demander pardon à l'étape d'aujourd'hui, rejetez, s'il vous plaît, monsieur le président, cher membre du tribunal, cette demande de pardon. Parce que pour nous, cette demande de pardon porte en elle-même l'ensemble des germes de son insuccès et vous n'irez pas dans ce sens. Vous n'irez pas dans ce sens. Alors, ils vont certainement revenir sur... Je finis sur le point du pardon. Je prends un peu au mot le conseil du RELAC qui avait dit que voilà, il pouvait arriver qu'on pense à un découragement dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées et qu'il ne fallait pas donc céder au découragement et il prenait en image celui qui pousse la barque qui va sur la colline et qui redescend et qui continue de faire la même chose sans se décourager. Ça me fait penser mais à une autre chose. Ça me fait penser à une mythologie, la mythologie grecque. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Ixion. C'est l'un des plus grands criminels de la mythologie grecque. Alors, permettez-moi, monsieur le président, juste en 2 minutes, ce point. Ixion, qu'est-ce que Ixion a fait? Il a précipité son futur beau-père dans une flamme, dans une fossée enflammée. Alors que c'est lui-même qui l'avait invité à un repas de noces. Zeus, roi de l'univers, l'a réprimé et a décidé de le pardonner. Voilà le pardon. Et pour lui témoigner son pardon, Zeus l'a même invité à un repas olympien où il a mangé l'ambroisie, il a bu le nectar et il a écouté la lyre. Et c'est pendant le festin olympien que Zeus, Ixion n'a pas trouvé mieux que de courtiser la femme de Zeus. Comme pour vous dire que la qualité de délinquant primaire, avec la capacité de récidive,
peut se déterminer à compter des éléments de la première infraction. Et comme vous le savez, en regardant les prévenus que nous avons eus depuis tout ce temps, pour nous, la possibilité de réitération de l'infraction me semble souffrir d'aucun débat. Au contraire, si vous pardonnez à Sieur Tchényan et aux 3 autres, tout ce qui va les préoccuper, pas d'arrêter, mais c'est d'aller recommencer de telle sorte à tirer leçon de ce qui s'est passé. Donc à ne plus se faire avoir. Voilà pourquoi le ministère public estime que vous allez balayer cette question de pardon, cette question de délinquant primaire. Ça n'en vaut pas la peine. Alors on va aussi vous dire, Monsieur le Président, qu'on a collaboré. Je suis convaincu que c'est un argument qui va venir. Ah, on a collaboré à la police, on a reconnu les faits devant votre bar, donc demandez-nous, comprenez que nous sommes un bon prévenu. Mais, Monsieur le Président, je vous fais remarquer que, en fait de collaboration, il n'en est aucune. Vous aurez remarqué que toute la souffrance qu'on a dû endurer pour qu'on puisse enfin aller au fond. On a traîné les pas, on a soulevé des actions qui n'en valaient pas la peine. Et même, quand on a commencé l'enquête, le chef Tchényan vous l'a dit, sa sœur et d'autres personnes se sont empressées d'aller retirer de l'argent dans son compte. Lui-même, il l'a dit aussi à la barre. En fait de collaboration, quand on reconnaît qu'on a fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'on veut venir, on ne prend pas l'argent pour aller voir les marabouts afin de ne pas être pris. On vous a dit, Monsieur le Président, qu'il a pris l'argent de l'État pour aller bouffer au WAC afin que l'État ne le découvre pas. L'argent de l'État pour que l'État ne te découvre pas. Est-ce que ça c'est admissible? Moi, je ne vais pas avoir un jugement sur l'existence ou pas des pouvoirs de Wachman ou pas, mais je pense et je sais que de l'argent pris dans un contexte pareil, c'est une entreprise maraboutique qui n'est que chimérique et qui ne pouvait pas en aucun cas que produire. Donc, on va dire c'est purement chimérique, c'est imaginaire et naturellement de manière congénitale. C'est dès le début, dès que vous avez pris l'argent de l'État, là, vous ne pouviez plus continuer à penser que le maraboutage allait ou le WAC allait pouvoir vous faire quelque chose. Donc, sur ce point, c'est fini. Alors, sur la personnalité des prévenus, et là je termine sur ça, je vais vraiment être bref sur ce point. Sur la personnalité des prévenus, voyez-vous, Monsieur le Président, la personnalité c'est déduit. Il y a un élément sur lequel je voudrais quand même insister. C'est cette sympathie ambiante que les prévenus peuvent avoir à la date d'aujourd'hui au regard de l'effet pervers. Malheureusement, c'est le seul effet pervers que je note de la retransmission. L'affaire de détournement de 3 milliards au Burkina Faso constitue une des affaires judiciaires les plus marquantes de l'histoire récente du pays. Les propos du juriste, repris lors du procès, mettent en lumière une réalité complexe, celle d'un État en guerre, confronté à des défis sécuritaires et humanitaires sans précédent. Cette analyse examine ces propos en profondeur, tout en mettant en évidence les implications légales, éthiques et sociétales de cette affaire. Nous chercherons à comprendre comment les justifications avancées par le juriste s'insèrent dans une logique de défense, tout en posant la question de la responsabilité individuelle et collective face à des actes de corruption dans un contexte de crise. Le juriste débute son intervention en rappelant le cadre dans lequel ces détournements ont eu lieu, une situation de guerre. Depuis la première attaque en 2015, le Burkina Faso est plongé dans un conflit asymétrique contre des groupes armés terroristes. Cette guerre a imposé une urgence nationale, obligeant l'État à mobiliser des ressources dans des conditions précaires pour équiper des soldats souvent sous-armés. Cet argument met en lumière l'état de fragilité dans lequel se trouvait le pays, mais soulève également des interrogations. L'urgence justifie-t-elle l'absence de mécanismes de contrôle et de transparence dans la gestion des fonds publics? Le juriste semble plaider pour une certaine indulgence en évoquant la modestie des moyens initiaux et les sacrifices consentis par les citoyens burkinabés. Cependant, cette justification ne saurait exonérer les responsables publics de leur devoir de probité, même en temps de guerre. En effet, si l'urgence peut expliquer des lacunes organisationnelles, elle ne saurait être invoquée pour excuser des actes délibérés de détournement. Le juriste décrit ensuite l'impact humain et social de la guerre sur les populations, en insistant sur le déplacement massif des habitants et la perte de leurs biens et moyens de subsistance. Ces témoignages renforcent la gravité des détournements. Voler des fonds destinés aux personnes déplacées internes, PDI, constitue une double trahison. D'une part, ces détournements aggravent la souffrance des populations les plus vulnérables, déjà privées de leurs moyens de survie. D'autre part, ils sapent la confiance entre l'État et ses citoyens.
La mobilisation nationale évoquée par le juriste, où chaque Burkinabé a contribué selon ses moyens, démontre une solidarité remarquable. Cependant, cette solidarité est trahie lorsque les fonds collectés sont utilisés à des fins personnelles. Le juriste insiste sur le montant astronomique des fonds détournés, plus de 5 milliards de francs CFA, auxquels pourraient s'ajouter d'autres sommes non découvertes. Cette somme illustre non seulement la gravité des faits, mais aussi l'étendue du réseau impliqué. Le juriste souligne également la destination des fonds, utilisés pour des achats personnels, véhicules de luxe, propriétés privées, ou pour des dépenses absurdes, nourrir des animaux au détriment des PDI. Ces faits soulèvent une question morale fondamentale: comment des individus investis de responsabilités publiques peuvent-ils choisir l'enrichissement personnel au détriment de populations déjà en détresse? Cette question va au-delà des aspects légaux pour interroger les valeurs et l'éthique des prévenus. L'un des arguments centraux du juriste est le rejet de la demande de pardon formulée par les prévenus. Selon lui, le pardon n'a pas de place dans un cadre légal strict, car il n'est pas prévu par les textes en vigueur. Cette position, bien que juridiquement fondée, mérite une analyse approfondie. D'un côté, la rigidité du cadre légal garantit l'impartialité et l'universalité de la justice. En refusant d'intégrer le pardon comme un facteur atténuant, le tribunal envoie un message fort contre l'impunité. D'un autre côté, la culture burkinabé, comme de nombreuses cultures africaines, valorise le pardon comme un moyen de réconciliation sociale. Cette tension entre droit et tradition soulève une question cruciale: comment concilier justice punitive et valeurs culturelles dans des affaires aussi sensibles? Le juriste met en avant plusieurs éléments aggravants: la durée des détournements, 2017 à 2023, leur répétition, et la non-spontanéité des aveux. Ces éléments montrent une absence totale de remords avant l'ouverture du procès. De plus, les tentatives de dissimulation, retrait d'argent, recours à des marabouts, témoignent d'une volonté claire d'échapper à la justice. Cette analyse insiste sur la nécessité d'une sanction exemplaire pour dissuader toute récidive et restaurer la confiance du public dans les institutions. En outre, elle souligne que la lutte contre la corruption ne doit pas seulement être punitive, mais aussi préventive, en renforçant les mécanismes de contrôle et de transparence. L'affaire de détournement de 3 milliards au Burkina Faso illustre les défis complexes auxquels est confronté un pays en crise. Les propos du juriste rappellent l'urgence et les sacrifices consentis par les citoyens, mais mettent également en lumière l'ampleur des abus commis par certains responsables publics. Cette analyse critique met en évidence l'importance de sanctions sévères pour garantir la justice, tout en appelant à une réflexion plus large sur les réformes nécessaires pour prévenir de tels actes à l'avenir. La corruption, dans un contexte aussi fragile, est une menace non seulement pour la gouvernance, mais aussi pour la survie même de la nation.